Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 118 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, nous allons parler avec mon invité de l'obésité et de ses paradoxes. Et pour commencer, de ce terme même d'obésité et du problème qu'il représente. L'obésité serait une maladie ? L'obésité serait une épidémie ? Quel traitement pour l'obésité ? Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Lisa, créatrice du podcast Mon Gros Podcast et du compte Instagram du même nom, dont bien sûr nous vous mettrons les liens dans la description de cet épisode. Bonjour Lisa et bienvenue sur La pleine conscience du pouvoir. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir, ça me fait très plaisir d'être là. Alors le plaisir est partagé, on va dire, par nous deux. Alors avant que nous entrions dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter et présenter ton podcast pour les personnes qui ne le connaîtraient pas encore ? Bien sûr, donc je m'appelle Lisa, j'ai 47 ans, j'ai créé mon gros podcast il y a un peu plus d'un an et demi peut-être, parce que j'étais dans un chemin de déconstruction justement de la grossophobie, ma grossophobie, la grossophobie de la société. J'avais envie d'en parler, j'avais surtout envie d'en parler en tant que personne concernée. Je trouve qu'il y a de plus en plus de contenu grâce aux réseaux sociaux, mais je trouve que très souvent c'est des choses qui sont incarnées par des personnes qui sont pas forcément grosses et qui sont pas forcément aussi à mon âge. Et moi, on m'a beaucoup menacée, comme on le fait avec pas mal de personnes grosses, de mourir très jeune. Et du coup, je trouvais ça important de signaler, de pouvoir parler et de s'exprimer en disant que oui, on peut dépasser 40 ans, qu'on peut avoir une vie assez agréable, même en étant grosse et même en vieillissant. Et puis, j'ai pas mal de maladies chroniques qui ne sont pas liées à mon poids. Certaines pourraient expliquer mon poids, mais c'est plutôt dans ce sens-là que dans l'autre. Et du coup, j'avais aussi envie de parler de ça parce que je trouve qu'il y a des choses dont on parle très peu, notamment le fait d'être diabétique en étant grosse. Le diabète, c'est une maladie extrêmement stigmatisée par rapport aux personnes grosses. Et donc, vraiment vivre en tant que personne grosse et diabétique, c'est un sujet. Le SOPK aussi, qui est pareil, une maladie qui est très importante et qui cause beaucoup d'infertilité, mais dont on parle peu. Donc voilà, donc j'avais envie de parler de tout ça, j'avais envie d'en parler à ma façon, c'est-à-dire un peu, c'est un podcast très amateur, naturel, je fais très peu de montage, je me lance sur des sujets et on en parle, et voilà. Et en général, j'anime le compte Instagram en conséquence, c'est-à-dire que quand je sors un épisode, je mets la jaquette de l'épisode sur Instagram pour que les gens puissent commenter, interagir, etc. Et puis sur mon compte, je publie pas mal de contenu justement sur ces thématiques, grossophobie, visibilité aussi des corps gros. J'aime bien poster des choses pour qu'on s'habitue à voir des corps gros dans l'imaginaire collectif, quoi. Parce qu'on est là, on existe, on fait des choses et c'est important pour moi. Et puis voilà, et puis je suis quelqu'un, de grosse et avec des maladies, c'est le début. Mais je fais aussi d'autres choses. Je suis très militante dans l'âme, donc je fais aussi très attention à la politique et aux ramifications politiques de tous ces sujets-là. J'aime bien rigoler, j'aime bien faire des activités un peu manuelles, et puis je fais du sport sur chaise, et c'est pareil, c'est quelque chose dont j'aime bien parler parce que on peut faire du sport de façon adaptée à son corps. Voilà un petit peu comment je me présenterais. Oui, moi alors j'ai pas écouté tous les épisodes de ton podcast encore, mais ce que j'aime particulièrement, c'est justement ta spontanéité, en fait, la façon dont tu vas parler.
Ça part vraiment des tripes, en fait. Ça part de toi, de ce que tu vis. On est dedans, en fait. Moi, en tant que personne non concernée par la grosseur, même si j'ai pu le croire, enfin bref, c'est un autre sujet, sujet d'un autre épisode, peut-être. Voilà, j'ai l'impression vraiment que tu nous embarques avec toi, en fait, dans ce que tu vis, dans la façon dont tu vis les choses, dans la façon dont tu penses les choses. Et justement, j'avais à cœur que tu puisses nous partager pour les auditeurs, les auditrices du podcast, la pleine conscience du pouvoir, comment tu vis les choses de l'intérieur et ton point de vue éclairé et personnel, en fait, qui est le tien, et tu le dis bien dans le podcast. Voilà, c'est la façon dont moi je vis les choses et c'est la façon dont moi je pense les choses. Mais j'imagine que tu n'es pas la seule, en fait. Et en tant que personne concernée, voilà, pour vraiment nous emmener au cœur du sujet. Donc, allons-y au cœur du sujet. Yes. Moi, je suis hyper motivée pour. Et je sais que voilà, je suis avec la bonne personne pour nous en parler. Donc, et puis voilà, le côté militant aussi. Je trouve que c'est extrêmement important. Et le côté militant de la personne concernée, tu vois. C'est très gentil de le dire, mais il y a beaucoup de gens qui me disent ça, de dire même des personnes grosses qui auraient des opinions identiques. Le fait de les entendre et de les voir formuler comme ça éveille des choses. Oui. Au moins du questionnement. En fait, moi, je veux pas que tout le monde soit d'accord avec moi, mais je voudrais qu'on se questionne, qu'on ne gobe pas tout cru ce qu'on nous dit. Exactement. Et sur le militantisme, c'est pareil. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit « Waouh, j'avais jamais pensé à ça, mais ouais, en fait, il y a vraiment des ramifications politiques importantes sur les choix de santé publique, etc. » Complètement. Bon, eh bien, lançons-nous. Alors, c'est parti. Dis-moi, je vais... Et puis, je vais aussi me placer, voilà, comme si j'avais pas écouté tes épisodes, comme peut-être la plupart des personnes qui nous écoutent. Donc, replaçons ce terme obésité-là. C'est quoi le problème ? Parce qu'on l'entend à toutes les sauces, brandi comme, comment dire, un épouvantail par rapport à notre santé. Donc, c'est quoi le problème, en fait? Ou les problèmes? Alors, déjà, la première chose, c'est que moi, je me suis auto-appelée obèse pendant des années. Vraiment. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, quand je disais que j'étais obèse, je me décrivais comme obèse, etc. Et sauf que j'ai fait le travail de me dire, non, en fait, je rejette ce terme pour plusieurs raisons qu'on va développer. Mais du coup, j'ai changé et aujourd'hui, je me définis comme une personne grosse. Je parle de grosseur, mais pas d'obésité. Et la première raison, c'est que l'obésité, c'est un terme médical. C'est la terminologie de la grille de l'IMC. À tel ou tel IMC, on arrive au stade d'obèse. Je sais qu'aujourd'hui, les termes ont un peu changé, mais moi, je suis même en ce qu'on appelle l'obésité morbide. Aujourd'hui, on dit plus comme ça, mais quand même, juste, je veux dire aux gens que moi, j'ai passé une vingtaine d'années où on me disait que j'étais en obésité morbide. Et je trouve que déjà, première chose, le terme est juste moche. Il est agressif, il est médical, en fait. Et je trouve que c'est pas OK quand je me présente ou quand je parle de moi dans une sphère privée ou même publique ou whatever, mais quand je ne suis pas avec des médecins, je ne vois pas pourquoi je ferais référence à moi avec un terme médical qui sort d'une grille, ce fameux IMC que lui aussi je rejette. Et puis surtout, de manière générale, il y a le côté, moi je ne considère pas qu'être gros c'est être malade. Je ne pense pas que le fait d'avoir de la graisse autour du corps est une maladie. Par exemple, avoir énormément d'amas graisseux sur les jambes, c'est une maladie, ça s'appelle le lipodème. Ça s'appelle pas l'obésité. Ça a un nom, cette maladie. Donc, le seul cas où on peut considérer qu'avoir un amas graisseux à un endroit est une maladie, il y en a une, c'est celle autour des jambes, et ça s'appelle le lipodème. Mais avoir de la graisse sur le corps, avoir un gros ventre, des gros bras ou des grosses cuisses, à quel moment c'est OK de juste dire que ça, c'est une maladie, en fait. Et du coup, je ne veux pas de ce terme parce que je ne me... En l'occurrence, comme je l'ai dit dans l'introduction, j'ai des maladies chroniques. Donc, j'ai d'autres raisons de dire que je suis malade. Mais mon poids et la caractéristique de mon corps, la forme de mon corps, la façon dont mon corps est, je ne considère pas que ça puisse être résumé à une maladie, quoi. Mais est-ce que tu as une idée de l'historique? Tu vois, à quel moment la médecine a considéré que c'était une maladie? Pourquoi? Le terme obésité, il a commencé avec la grille de l'IMC, surpoids, machin, obésité, etc. Et la maladie, c'est tout simplement l'OMS. Je suis extrêmement nulle en date. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'était il y a 5 ans, quand en vrai c'était il y a 15 ans. Mais il y a un moment, je ne saurais pas vous dire quand, je dirais bien il y a une vingtaine d'années,
où l'OMS a déclaré la grande cause de la maladie obésité. C'est ça. Et c'est à partir de là où on a eu cette histoire que l'obésité est une épidémie. Il y a de plus en plus d'obèses dans le monde, etc. Et ils ont fait le choix de parler d'obésité et non pas de grosseur ou de personnes grosses, etc. Mais c'est vraiment à ce moment-là. Et tout simplement, techniquement parlant, en France, il y a aussi le fait que c'est la Haute Autorité de Santé qui a déclaré que l'obésité était une maladie, quoi. Voilà. Donc c'est des choix politiques et médicaux à l'échelle mondiale et à l'échelle de notre pays. Mais pour autant, je suis pas d'accord. Et c'est quelque chose qui fait débat, même dans la communauté scientifique, par exemple, parce que moi, je suis assez proche de l'association de professionnels qui s'appelle le GROS. Donc, ça veut dire groupement de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Donc là, c'est des professionnels de santé. Il y a des nutritionnistes, il y a des psys, notamment Jean-Philippe Zernati. Et c'est eux, par exemple, qui sont pour le fait de reconnaître l'obésité comme une maladie, en espérant que ça puisse ouvrir la porte au fait d'avoir une ALD. Donc ALD, c'est affection ouais, mais du coup, durée. ça donne droit à des remboursements à 100% Exactement. de certains Sauf que, soins. attention, chaque ALD, pareil, les autorités de santé décident ce qu'on met avec. Et aujourd'hui, une ALD obésité ne donne le droit à rien. La Haute Autorité de Santé a décidé que le traitement de l'obésité était effectivement une cause nationale et que le traitement de l'obésité se faisait de façon tripartite. Il y a médicaments, thérapie et nutrition. Non, 4. Il y a le sport aussi. Et du coup, on pourrait se dire, ok, super, très bonne idée, on est tous d'accord, il faut s'adresser à tout ça. Sauf que la seule chose qui est remboursée à ce jour, c'est médicaments et chirurgie. Par exemple, le fait d'aller chez une psy, ça n'est pas pris en charge, même pour une personne grosse. Le fait d'aller chez une nutritionniste toutes les semaines ou tous les mois, ça n'est pas pris en charge. Aujourd'hui, on s'améliore sur l'activité physique puisqu'il y a de plus en plus d'APA, donc activité physique adaptée, que l'APA, quand elle est prescrite par un médecin généraliste et que vous avez un centre APA autour de chez vous, ça peut avoir une certaine gratuité. C'est pas toujours le cas. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que même l'autorité de santé française dit l'obésité est une maladie et il faut l'adresser multifactorielle par différents biais, etc. Mais la seule chose qu'on rembourse, c'est la chirurgie, les médicaments. Et quand je dis les médicaments, c'est pas tout à fait juste parce que je crois qu'à ce jour, Wegovy et Saxenda, ils sont pas pris en charge. Je pense qu'on rembourse les médicaments si on considère, vous savez, il y a des gens qui considèrent que les kilos, c'est émotionnel. Donc, je dis n'importe quoi, si on vous fout sous antidépresseurs parce que vous êtes trop gros, vos antidépresseurs sont remboursés. Mais les traitements eux-mêmes de l'obésité, je crois pas qu'ils soient encore sujets à remboursement. Ce qui d'ailleurs est une question. Si c'est une maladie et que ces traitements sont efficaces contre cette maladie, pourquoi vous les remboursez pas Si je suis cardiaque et que je prends un traitement cardiaque, vous me le remboursez. Enfin, en tous les cas, dans notre système, le système de redistribution à la française, on cotise toute sa vie et la sécurité sociale prend en charge nos traitements. Et moi, vraiment, ce qui m'énerve, c'est que je suis convaincue, quoi qu'on considère du fait d'être gros, que ce soit parce qu'on mange trop, parce qu'on a des problèmes psychologiques, que ce soit qu'on mange trop parce qu'on connaît pas l'alimentation, ou que ce soit pour d'autres raisons, etc. Dans tous les cas, pourquoi on ne rembourse pas la thérapie et la nutrition, quoi. Mais oui, voilà. Oui, et ben oui, et là c'est un sacré paradoxe, tu vois. Je m'en rends compte, j'avais pas réfléchi à ça. Moi j'appelle ça de l'hypocrisie. Oui, voilà, moi je suis polie, enfin ça veut pas dire que c'est pas poli, hein, mais oui, tout à fait, parce que les fameux manger bouger, hein, et qu'on serait gros parce qu'on mange trop et qu'on fait pas assez de sport, ou que on a des problèmes émotionnels qui font qu'on va se jeter sur la nourriture, nanana. Ok, bon, et ben dans ce cas, pourquoi on les traite pas ? Et puis, en restant sur cette idée-là, imaginez une maladie pour laquelle, depuis 70 ans, on applique une stratégie qui est de faire des régimes sans voir de nutritionniste, puisqu'encore une fois, on vous rembourse pas le nutritionniste, mais vous devez quand même faire des régimes, ok ? Donc, on se paye nos propres régimes tout seul, on se débrouille avec des bouquins, ok ? Mais ça fait 70-80 ans qu'on est sur la thématique manger moins à travers des régimes et faire du sport. Et c'est comme ça qu'il y aura plus de gros. Ça fait 70 ans, on est toujours là, il y a toujours des personnes grosses. Ça veut dire que depuis 70 ans, on accepte qu'une soi-disant maladie, encore une fois, moi je n'y crois pas, mais très bien, si c'est une maladie, pour quel autre type de maladie on accepterait 70 années d'un traitement qui ne marche pas, qui ne fait pas ses preuves, un traitement où, ok, tu fais un régime, tu perds du poids, mais après tu reprends.
C'est-à-dire qu'on accepte même, et c'est pareil pour la chirurgie, on fait la chirurgie de l'obésité, on coupe un organe sain pour s'empêcher de manger. Organe qui peut regrossir après, parce que l'estomac, il peut reprendre sa place. Donc, on accepte de rembourser une chirurgie. La chirurgie, ça veut dire anesthésie, ça veut dire tout ça. Ça veut dire des compléments alimentaires toute sa vie, etc. Pour quelque chose qui a un taux d'échec de l'espace. Pour quelle autre maladie, collectivement, on accepterait de payer tout ça et on accepterait pendant 70 ans de constater échec, sans se dire oh les gars, venez, on se regroupe et on essaye de réfléchir si peut-être il y aurait pas autre chose. Et au hasard, on pourrait peut-être demander aux personnes grosses, est-ce qu'elles ont des idées d'autres trucs à faire éventuellement. Et justement, ça fait 70 ans qu'on rembourse des chirurgies, etc. Et tenez, si pendant les 70 prochaines années, on remboursait la thérapie et la nutrition. Et on va voir, est-ce que peut-être il y aura plus de gens moins gros. Et encore, ça m'arrache de dire ça, parce que moi, je ne suis pas pour l'éradication des gens gros. Je ne considère pas qu'on devrait tous être minces et qu'on devrait tous avoir le même corps. Mais si vraiment on est dans la logique des gens qui croient ça, quand ça fait 70 ans que ça marche pas, au bout d'un moment, faut se remettre en cause quand même. Oui, mais sauf que, tu vas me dire si tu es d'accord, mais la raison à laquelle tout le monde pense, c'est que c'est la faute des personnes. C'est juste qu'elles n'arrivent pas à suivre. Mais parce que quand on arrive à perdre du poids, youpi, c'est grâce au régime. Ce régime merveilleux, tellement efficace et génial. Mais quand on n'y arrive pas, c'est de la faute du patient qui, lui, est vraiment trop naze et n'est pas capable de faire le régime correctement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est en ça que c'est plus qu'un paradoxe, c'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire que vraiment, quand ça fonctionne, on dit, vous voyez, il suffit de faire un régime pour plus être gros. Mais quand ça fonctionne pas, c'est vous voyez, il est vraiment trop nul. Il a pas suivi le régime correctement. Il a pas dû se restreindre suffisamment. Il a fait qu'1 heure de sport par jour au lieu d'en faire 2. C'est toujours de la faute du patient. Et là, c'est pareil. J'invite les gens à se poser la question, pour quelle autre maladie on accepterait à ce point-là de tout mettre sur le comportement du patient? À quel moment on se dirait pas, le traitement marche pas, la chirurgie marche pas, et que peut-être il faut faire autrement? Même dans les maladies de santé mentale, et Dieu merci, encore une fois, moi je ne crois pas que la santé mentale soit une question de volonté, mais à quel moment on dit à quelqu'un de schizophrène, ça suffit, choisis ta bonne personnalité, quoi. On fait pas ça aux gens schizophrènes. On accepte que c'est une maladie, qui se gère par des médicaments, que c'est difficile pour la personne, mais quand on est gros, non, gère ta volonté, grosse personne. Mais qui fait ça? Si vraiment vous êtes dans l'idée de vouloir croire que je suis malade d'être grosse, mais à quel moment on traite des malades comme ça, en fait? Une personne grosse qui devient diabétique, littéralement, on lui dit, voilà, ça allait arriver. Ce qui devait arriver est arrivé. Genre, tu l'as bien cherché, ta maladie, madame, quoi. C'est horrible. Et oui. Et douce, tu sais, je suis avec ce qu'on disait tout à l'heure, de cette idée de brandir, en fait, ce terme d'obésité comme un épouvantail, en fait. Et attention, il va vous arriver ci. Et c'est aussi ce qui me gêne dans ce terme, tu as tout à fait raison, c'est que ça, pour moi, c'est là où c'est une question de société. C'est-à-dire qu'on accepte d'être dans une société capitaliste, performative, productive, où ce qui compte, c'est l'efficacité, à quel point on est productif, etc. Et du coup, on veut d'abord tous des corps parfaits, géniaux, qui fonctionnent, et on est OK de se faire peur. On croit que les personnes sont grosses parce qu'elles n'ont pas de motivation. Déjà, là, c'est non. Mais très bien, on croit ça. Et on croit que générer la motivation, c'est sous forme de menace. C'est sous forme de peur, au lieu d'être sous forme de « je vais t'apprendre à être apaisé avec toi-même et à trouver la motivation d'être apaisé avec toi-même ». Et si être apaisé avec toi-même, c'est peser 70 kilos ou 130 ou 40... on s'en fout tant que t'es apaisé avec toi-même. Sauf qu'on est dans une stratégie on doit être en guerre. Il faut être en bataille. C'est la lutte. Oulala, tu vas être obèse. Oulala, tu vas être diabétique. Oulala, tu vas avoir de la résistance à l'insuline. Oulala, le sucre est ton ennemi. Oulala, Nutri-Score, ce que tu manges, c'est rouge, cramoisi, tellement c'est mal pour toi. Et cette stratégie de la peur, encore une fois, ça fait 70 ans qu'on est dessus, elle marche pas. Ben non. Essayons autre chose. C'est ça. C'est vraiment ce constat que ce qui continue à être screené sans arrêt. Mais en se réinventant continuellement. Exact. Parce que ce qui est très puissant avec cette notion d'obésité, donc ce qu'on n'a pas encore nommé, c'est ce qu'on appelle la culture des régimes. Alors, ce que je trouve un petit peu compliqué avec le vocabulaire culture des régimes, c'est qu'il y a plein de gens à qui on en parle qui vont dire « Ah non, mais moi, je suis pas au régime ». Et c'est vrai, parce qu'il y a des gens, ils ont tellement intégré les concepts de la culture des régimes qu'ils sont dans un contrôle alimentaire
quasiment transparent pour eux, tellement c'est intégré. Tout à Donc fait. je trouve que ce vocabulaire est important de comprendre. Quand on dit culture des régimes, ça veut pas dire au sens où tout le monde est au régime, Oui. mais ça veut dire qu'on baigne dans un environnement où on passe notre temps à nous donner des règles et des injonctions sur les bons aliments, les mauvais aliments, la bonne heure pour manger, la mauvaise heure pour manger, ce qu'on mange l'été, ce qu'on mange l'hiver et tous ces trucs-là. Et toutes ces règles-là, là, qui impactent tout le monde, en fait. Enfin, moi, honnêtement, je connais pas grand monde qui n'est pas impacté par cette culture des régimes, mais du coup, on est drivé par elle. Et cette culture des régimes, derrière, il y a tout simplement l'industrie des régimes. Et là, vraiment, on parle la chirurgie, c'est des médecins qu'on paye, c'est des techniques chirurgicales. Les médicaments de l'obésité, c'est des labos pharmaceutiques qui font de l'argent. Les régimes Weight Watchers, Dukan, les montagnes de bouquins, de magazines, les salles de sport avec écrit en gros, venez perdre vos kilos de l'hiver, etc. Tout ça, moi, en bas de chez moi, j'ai un truc comme j'aime, avec des massages pour enlever la cellulite, les crèmes pour enlever... Tout ça, c'est une industrie qui fait de l'argent. Et c'est ça qu'il y a derrière la culture des régimes, industrie des régimes. Et tous ensemble, ils se réinventent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, honnêtement, on parle beaucoup moins de régime, on parle de rééquilibrage alimentaire. C'est ça, c'est la mauvaise presse, ce terme. Aujourd'hui, au lieu d'être vraiment sur « t'es gros, c'est de ta faute », on a un petit peu assaini ou calmé le discours sur « Ah, les pauvres, ils sont malades, il faut les aider, mais quand même, il faut vraiment les aider à se bouger, quoi. » Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ce truc, c'est non seulement, il y a un discours permanent, mais en plus, ce discours se modernise. Et du coup, quand on commence à le reconnaître en se disant « Purée, c'est vrai, on parle de partout, de régime, etc. » Et 2 ans après, on parle plus de régime. On vous dit « Non, mais faites une petite rééducation alimentaire. » Mais en vrai, derrière, c'est la même chose. C'est restriction, manger moins pour perdre du poids. Et c'est ça qui est très pervers. C'est que du coup, on est constamment à devoir, nous, êtres humains, se réadapter en se disant ah ouais, merde, ils disent pas régime. Mais en fait, c'est clairement un régime qu'il y a derrière. Ah oui, là, ils sont pas en train de dire que c'est de ma faute, mais ils sont quand même un peu en train de dire que je suis pas très motivée. Ouais. Et c'est pas évident d'avoir cette prise de recul, en fait, parce que je pense qu'on peut très facilement se faire embarquer, en fait, dans le truc, et être rattrapé par ces discours-là, en fait. Et je pense que c'est ça qui est extrêmement difficile, c'est que moi, j'ai été obèse et fumeuse pendant 20 ans. On m'a systématiquement questionné sur mon poids, y compris cardiologue, y compris des tas de gens comme ça, jamais sur ma cigarette. Je fumais 15 cigarettes par jour. La cigarette est un produit dont on n'a pas besoin pour vivre. La cigarette est un produit qui a 100% de chance de détériorer mon corps. Ça passe. Le poids, en soi, avoir de la graisse autour du corps, ça n'a jamais été prouvé comme étant un problème en soi. On y reviendra. Mais on m'a toujours... Même un ORL m'a demandé si j'avais pensé à maigrir. Un gars que je vais voir pour une grippe me demande si j'ai pensé à maigrir, mais il me demande pas si je continue de fumer des clopes pendant que j'ai la grippe. Et oui, je fumais des cigarettes en ayant la grippe. D'accord Et je me permets de faire cette comparaison. Je sais que je veux pas toujours la faire philosophiquement parlant, mais moi, je le fais parce que moi, je l'ai vécu. J'ai été et grosse et fumeuse. On m'a foutu la paix sur la cigarette. J'ai arrêté de fumer. Donc, ne venez pas me dire que j'ai pas de motivation. J'ai arrêté de fumer toute seule. Ça fait 10 ans que j'ai pas fumé, alors que j'ai fumé pendant 20 ans. Donc oui, je sais ce que c'est avoir la motivation. Je sais ce que c'est qu'avoir une addiction. Et non, je ne considère pas que l'alimentation, c'est pareil. Mais si je fais cette démonstration, c'est pour dire que arrêter de fumer, collectivement, en termes de société, on est tous désolés pour les gens qui essayent d'arrêter de fumer. On sait que ça va être très dur. On sait qu'il va y avoir des échecs. On est super désolés, etc. Alors que c'est un produit dont on n'a pas besoin, qu'on a décidé de commencer à fumer tout seul comme des couillons, là. OK. Par contre, on peut, entre guillemets, beaucoup plus facilement arrêter de fumer parce que fumer, t'en as pas besoin. Par contre, manger, c'est continuellement. On mange 3 fois par jour, voire 4, voire 5. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un « Non, mais t'as juste à arrêter tes TCA, machin, arrête de manger », c'est pas un truc auquel je pense une fois de temps en temps parce que j'ai envie de griller une cigarette et qu'en fait, j'en ai pas besoin pour vivre. C'est quelque chose auquel je dois penser pour faire mes courses, pour faire mes repas. Et donc, c'est constamment dans la tête. Et là où tu as raison, c'est que ton podcast s'appelle « La pleine conscience ». Quand on est en conscience des choses et qu'on regarde la culture des régimes, on est noyé dedans. C'est de
partout. C'est à la télé, c'est dans les films. Je veux dire, il n'y a pas une série télé qu'on regarde où il n'y a pas quelqu'un qui arrive en disant « Oh, dis donc, tu n'as pas pris un petit peu de bite, toi, ce matin ?» Il y a pas de... Il y en a de partout, des petites phrases qui sortent comme ci, comme ça, dans les magazines, dans les bouquins. Là, en ce moment, je lis des romans. Donc, je lis pas des bouquins de développement personnel ou de régime. Hein. Et dans un des romans, ils décrivent un personnage gros et je te dis même pas les termes pour utiliser. Et donc, on est constamment nourri de ce type de choses. On est gros, la société nous rejette et nous le dit constamment, mais on devrait quand même être les rois du monde et être complètement capable d'être en détente, motivé et de s'interdire de manger, etc. Donc on comprend que quelqu'un galère à arrêter la cigarette, voire n'y arrive jamais complètement, mais on est incapable de comprendre que s'extirper de la culture des régimes dans une société profondément noyée de culture des régimes et grossophobe, ce soit pas facile, quoi. Ouais. Ça n'a aucun sens, quoi. Ben oui, ça n'a aucun sens. Ah, je suis avec ce constat, tu sais, et ça m'en coupe les mots, en fait, parce que c'est tellement cette aberration. Et tu vois, je pense que quand je vais réfléchir au titre du podcast, l'hypocrisie de l'obésité, finalement, tu vois, on est au-delà du paradoxe, quoi. Et tu en as déjà parlé, mais concernant les traitements, puisque maladie, traitement, normalement, ou au moins on fait de la recherche, ou au moins on réfléchit. Comment ? Parce qu'il y a des maladies auxquelles on ne trouve pas de traitement. Bon, qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui ? Sauf que là, on arrive sur quelque chose de difficile pour moi, parce que pour moi, l'obésité n'est pas une maladie. Être gros, c'est pas une maladie. Donc, je suis déjà choquée que on accepte dans une communauté qui est scientifique et médicale ce statement, alors qu'il n'est pas soutenu par des faits. D'accord ? Il n'y a aucune maladie qui est uniquement attribuée à la grosseur. Ça n'existe pas. Toutes les personnes diabétiques ne sont pas grosses. Ça n'est pas vrai. Donc, il y a des gens minces qui sont diabétiques. Il y a des gens minces qui ont des problèmes cardiovasculaires. Il y a des gens minces qui ont des problèmes d'arthrose. Il y a des gens minces qui ont des problèmes d'articulation, etc. Il n'y a aucune pathologie qui ne peut s'expliquer que par la grosseur. OK. Il y a des personnes grosses qui n'ont aucun problème de cholestérol, de tension, etc. Et on peut dire les phrases en sens inverse. Ça n'est pas vrai que toutes les personnes grosses ont des problèmes de tension. Ça n'est pas vrai que toutes les... Donc, il n'y a aucune maladie qu'on ne peut expliquer que par la grosseur. Et il n'y a aucune maladie qui n'arrive que aux personnes grosses. Et il n'y a aucune maladie que toutes les personnes grosses ont. Ça, ce sont des faits. Et pour autant, on explique que gros, c'est être malade. L'autre chose, c'est que gros, il y a 1001 façons d'être gros. C'est pas la même chose, la forme grosse, vous savez, un peu en mode orangina, où on a un gros ventre, mais on a des épaules et des jambes un peu plus fines. Souvent, les hommes, ils sont gros comme ça, ils ont un gros ventre. Moi, j'ai un petit peu ce profil-là aussi. Il y a des gens qui ont plutôt des grosses jambes, mais qui n'ont pas du tout de ventre. Donc, à quel moment on considère que c'est la même pathologie, ce serait la même maladie, alors que la graisse n'est même pas au même endroit dans le corps ? Pourquoi on considérait qu'on met tous les gens dans la même catégorie juste parce qu'ils ont de la graisse sur le corps ? C'est ça. Non, ça peut pas être vrai. Et du coup, on va parler évidemment des médicaments, etc. Mais moi, là, j'ai besoin quand même de dire... c'est important. Je suis choquée que les médecins qui me soignent, qui vous soignent, soient OK collectivement pour accepter quelque chose qui n'est pas démontré. Oui, et qu'il faudrait être... Tu sais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Maigrissez d'abord, revenez à un IMC plus normal, entre guillemets, d'abord, et après on verra ce qu'on fait, quoi. Ou alors que ce serait une prévention, tu vois. Moi, tout d'un coup, là, je me dis, mais attends, la chirurgie de l'obésité, qui est brandie comme le traitement, qui fonctionne, blablabla. On veut même opérer des enfants. Maintenant, mais j'ai vu ça l'autre jour, mais je me suis hérissé, tous mes poils, se sont dressés. Et pour prévenir, en fait, des potentiels problèmes de santé qui n'auront peut-être jamais, puisque comme tu nous le rappelles, et c'est super important, et j'en parlais dans une des rediffusions que nous avons faites cet été sur les liens entre poids, santé et décorréler le poids de la santé, c'est toujours cette idée que la causalité, la corrélation, tu sais, j'ai réexpliqué ça. Et oui, comme tu l'as très justement dit, toutes les personnes grosses ne vont pas développer de diabète. Il y a des personnes minces qui ont du diabète, etc., etc. Donc, on va faire subir quelque chose d'extrêmement violent, en fait, que cette chirurgie de l'obésité. Parce que, je me suis pas penchée plus sur la question, mais est-ce que tu me confirmes qu'on va opérer en prévention des personnes qui n'ont même pas
de maladies qui seraient potentiellement liées à l'obésité. On opère en fonction d'un IMC. Donc ça veut dire que déjà, le premier postulat, c'est qu'on considère que l'IMC, c'est OK. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé ici parce que on est entre nous et on sait de quoi on parle, mais pensons aux auditeuristes qui ne le savent peut-être pas. On rappelle que l'IMC, c'est tout pourri, d'accord ? Oui. À partir de 30, on est en obésité morbide. Je lisais hier une publication de La Grosse Parole qui disait que Teddy Riner, il a un IMC de 31. D'accord ? Donc Teddy Riner, il a le même IMC que moi, sauf que Teddy Riner, c'est un athlète, d'accord ? Donc oui, il a beaucoup de muscles et beaucoup de poids, mais le gars, je crois pas qu'on puisse considérer que lui et moi, on a le même corps gros. Voilà. Mais puisque ce qui compte, c'est l'IMC, l'IMC, c'est un outil statistique. Ça a été développé par un statisticien sur une population, c'était au début de la Première Guerre mondiale, des gens sportifs, des gens blancs. Donc déjà, je crois qu'il n'y avait pas de femmes, donc c'était des hommes blancs. Exact. Et ça date de avant la Première Guerre mondiale. Ok, on est en 2024. Les gars, on pourrait peut-être réinventer l'outil 2 secondes. Et c'est un outil qui fait le rapport poids-taille. Point barre. C'est ça. Aucune autre information de prise en charge. Et sur la base de cet IMC, on considère qu'à tel IMC, on peut avoir la chirurgie de l'obésité. À tel IMC, on peut avoir les médicaments de l'obésité. Donc là où tu as raison en termes préventifs, c'est que eux, ils peuvent pas dire que c'est préventif puisqu'ils considèrent qu'être gros, c'est une maladie. Donc, ils considèrent qu'ils traitent une maladie. C'est ça. Et moi, je suis d'accord avec toi, je considère qu'être gros tout court. C'est-à-dire qu'une personne qui est grosse, qui n'a pas de cholestérol, pas de problème de tension, aucune maladie, diabète, etc., qui engage sa santé, rien, on considère qu'on l'opère quand même. Parce que ce qu'on soigne, c'est ses kilos. C'est ça. Et on parle d'une opération. Moi, j'aime bien la définir comme ça. On considère que on va vous découper un organe sain qui n'a pas de problème, c'est-à-dire votre estomac. On le coupe littéralement pour vous empêcher de manger. Point barre. C'est ça, la chirurgie de l'obésité. Ou alors, je les connais pas toutes, mais il y a celui où c'est carrément, on connecte à votre intestin. On bypass l'estomac, voilà, c'est le bypass. On fait genre, l'estomac, ça sert à rien dans le corps, t'inquiète, pas besoin de s'en occuper. On va directement connecter. On est sur des choses, moi je suis convaincue que genre dans 50 ans, on va regarder ça en se disant, mais c'est quoi cette barbarie en fait ? Oh là là. À quel moment on a vendu à des gens et on a laissé des gens se faire anesthésier, etc. Enfin, le parcours, il y a carrément des gens, par exemple, pour faire la chirurgie de l'obésité, ils doivent perdre du poids. C'est-à-dire que avant de commencer la chirurgie, on se fait un petit régime. On rentre dans une bonne petite restriction. Derrière, on enchaîne sur une chirurgie. Chirurgie avec les risques inhérents à l'anesthésie, être à l'hôpital. Pendant 3 mois, on peut bouffer que des yaourts. Super. Le plaisir alimentaire à son max. Et après, à vie, on doit prendre des compléments parce que, non, le corps humain n'est absolument pas fait pour défoncer le système digestif juste pour avoir moins envie de manger. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont choqués du foie gras et du gavage des oies, mais ils sont pas choqués qu'on coupe à des humains un organe sain pour les empêcher de manger, quoi. Je suis désolée, mais quand on explique cette chirurgie, non. Alors, rappelons quand même qu'elle a été inventée pour des raisons positives et qu'elle a été détournée. Elle a été inventée pour des très gros obèses qui, justement, auraient eu par exemple une pathologie cardiaque et qui ne pouvaient pas se taper 5 heures d'anesthésie pour faire un triple pontage à cause de leur problèmes de tension, etc. Et donc, à ce moment-là, à tort ou à raison, parce qu'honnêtement, je ne suis pas certaine des données scientifiques. Mais bref, à ce moment-là, on considérait que, en leur coupant l'estomac, en perdant 30 kilos en 3 mois, on pouvait leur faire la chirurgie dont ils avaient besoin. Ok. Un peu comme la chirurgie esthétique. Urgence, quoi, en fait. C'est ça. On a inventé la chirurgie esthétique pour les grands brûlés, pour les personnes qui avaient des becs de lièvre et des déformations. Aujourd'hui, on s'en sert pour avoir des jolies fesses et moins de rides. On a détourné la chirurgie de l'obésité comme on a détourné la chirurgie esthétique. Donc, en soi, la chirurgie de l'obésité, je vais pas lui tirer dessus complètement, mais ce qu'on décide d'en faire aujourd'hui, des usines à chirurgie de l'obésité, des unités. Alors, en plus, aujourd'hui, on parlait de réinvention. Ça s'appelle la chirurgie métabolique. On ne dit plus obésité. On parle de troubles métaboliques. Parce que comme ça fait encore un peu plus maladie. Ça veut dire qu'il y a des problèmes dans le métabolisme de ton corps et qu'on va les régler en t'empêchant de manger. Parce que tout ira mieux. Et par exemple, la chirurgie de l'obésité, les critères sont relativement protecteurs. Quand on regarde la décision des autorités de santé, il faut avoir essayé tous les régimes, il faut avoir suivi une thérapie, il faut ne pas avoir de TCA, il faut être au-dessus de tel IMC. Ça, c'est les critères. Dans les faits, moi, je connais des gens
qui ont été opérés en n'ayant pas un IMC qui justifierait une opération. Et surtout, entre obèses, je vais le dire parce que c'était l'époque où j'ai considéré cette chirurgie, je m'appelais encore obèse. Entre obèses, on sait tous, voire même les médecins nous le disent, il faut cocher la case de dire qu'on n'a pas de TCA. Bah oui. Et tout simplement, on a le droit à une chirurgie alors qu'on a une maladie qui est censée nous interdire l'accès à cette... Et pour se protéger, avant la chirurgie métabolique, on fait un entretien psy-TCA. Comme si les TCA que moi, j'essaye de soigner depuis 5-6 ans que je suis sur le sujet, mais un entretien avant une chirurgie, youpi, ça y est, je suis soignée des TCA, allez-y, enlevez-moi l'estomac, tout va bien. C'est barbare, vraiment, je trouve. Je trouve c'est ça vraiment, vous avez mal aux yeux, on constate que vous pouvez renforcer votre mal des yeux en mettant le doigt dans l'œil, je vais vous couper le doigt. Comme ça, vous mettez plus le doigt dans l'œil, vous aurez plus mal aux yeux, quoi. Voilà, super. Je constate que vous êtes grosse. Je considère qu'être gros, c'est parce qu'on mange trop. Bon, je vous coupe l'estomac, comme ça, vous aurez moins envie de manger, quoi. C'est ça. Mathématiques, 1 + 1 = 2. Ok, ça fait 70 ans que ça marche pas, mais on continue. Pareil, oui. Moi, j'ai besoin des médecins aujourd'hui, pas à cause de mon obésité, mais pour tout le reste. Et c'est quand même très dur de devoir faire face à une communauté scientifique et à des médecins, en sachant que c'est des gens qui croient à ça. Ils acceptent de mettre en place une chirurgie barbare sur la base de non-faits. Il n'y a pas de faits. C'est comme, par exemple, quand moi j'ai commencé à être diabétique, on m'a dit, si vous perdez 30 kilos, alors attendez, c'était 30 kilos à l'époque, on va dire si c'était 10% de mon poids, je pouvais ne plus être diabétique. Ok, super. Où sont les faits ? Il y en a pas. C'est une croyance populaire. Il y a des études qui ont montré que certaines... Alors, je suis nulle en détail. Je vous invite à aller sur tous les comptes qui vont référer les bonnes, vraies études. Mais en gros, il y a une étude qui dit que, je sais pas, 15% des gens qui ont participé à cette étude et qui ont perdu 40 kilos en 6 mois n'ont plus les marqueurs du diabète. Sauf que, déjà, une fois qu'on a été diabétique, on l'est à vie. Ça n'existe plus de plus être diabétique, c'est pas grave. Mais surtout, tous ces gens-là, ils sont redevenus diabétiques au bout de 3, 4, 5 ans. Donc, en fait, l'idée, c'est je me coupe l'estomac à travers une anesthésie. Je ne pourrais plus jamais manger un repas de Noël, par exemple. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une fois que l'estomac il est dans cet état, il n'y a plus d'autorégulation. C'est-à-dire le jour où j'ai envie de faire un plus gros repas qu'un autre jour, parce que oui, la faim n'est pas constante. Parfois, on a plus envie de manger que d'autres fois. Ça n'existe plus. L'estomac n'est plus capable de le recevoir. C'est plus possible. Donc, ok, on me coupe l'estomac. Je peux plus avoir trop de plaisir alimentaire, etc. ou par toute petite dose. Il faut que je mange comme un petit oiseau, etc. Je ne suis plus diabétique pendant 3, 4, 5 ans, mais après, hop, je redeviens diabétique. Et juste parce que j'ai gagné 3, 4, 5 ans, on considère que c'est génial. Moi, je trouve pas que ça vaut le risque. Non, je suis pas d'accord. Alors, justement, il y a plusieurs choses où tu disais, on va revenir dessus, mais entre autres, cette question de santé. Je sais que tu as à cœur aussi de parler de ce sujet de la santé d'une manière plus globale. Comment tu souhaiterais qu'on l'aborde ? D'où tu voudrais qu'on parle ? C'est quelque chose qui est assez récent pour moi. Ça doit faire 2 ans que je lis des choses là-dessus et que ça m'a... pareil, dans le travail de déconstruction, d'un seul coup, j'ai pris conscience de me dire, mais attendez, mais on est devenu dingo ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a l'impression que c'est normal. On parle de la santé tout le temps. Être en bonne santé, les aliments santé, l'alimentation santé, le sport santé. Pareil, il y a des magazines tous les mois qui sortent pour comment gérer votre santé, comment être en bonne santé. Oui, et aussi la culture des régimes, c'est réapproprier ça, en fait. C'est plus pour être beau et tout ça, non, c'est pour notre santé. C'est pour être en bonne santé. Et les gens grossophobes qui se permettent de nous faire des remarques. Parce qu'il y a ça aussi, être gros, tout le monde croit qu'il a la solution, en fait, d'être gros. Quand vous dites à quelqu'un que vous avez la sclérose en plaques, vous n'avez pas 40 personnes qui vous proposent des traitements. Quand on vous dit, oh mince, on m'a proposé la chirurgie de l'obésité, il y a 15 personnes qui vont vous dire, machin, ils ont leur régime à eux, tout le monde a une opinion, sur les personnes grosses. Et ça, d'ailleurs, il faudrait qu'on arrête. On arrête de commenter, bref. Mais le fait de se dire à quel moment on a considéré que la santé, c'était une valeur au-dessus de tout et une valeur qu'on pouvait contrôler. Parce que moi, j'ai 47 ans. J'ai pas souvenir que quand j'avais 18, 20 ans, 30 ans, on était dans un tel délire sur santé. Oui, alors, évidemment, de fait, moi, la première, j'ai envie d'être en bonne santé et j'ai envie de mourir le plus tard possible. On est d'accord. Et donc, on fait le raccourci de plus je suis en bonne santé, plus je me retarde. C'est cool. Évidemment, je suis d'accord.
Mais quand ça devient une obsession collective, sociétale, voire quasiment un truc qu'on doit aux autres. Oui, mais oui. Genre, on se doit de ne pas trop impacter le système de santé. On se doit de ne pas renforcer le trou de la sécu. Parce que, par exemple, dans les gens qui luttent contre la grossophobie, il y a des gens qui disent « Non, mais moi, je suis grosse, mais je suis en bonne santé. » Ok, cocotte. Mais moi, je vote pour que tout le monde qui est gros, on lui foute la paix. Bonne ou mauvaise santé, en fait. Il y a pas de t'inquiète, non mais attends, je suis grosse mais moi j'ai pas de cholestérol hein. Non mais je suis grosse mais moi et attention, je ne juge personne, je l'ai fait. Moi jusqu'à il y a 5 ans et enfin non 10 ans maintenant et qu'on me diagnostique toutes les autres maladies qui sont des vraies maladies pour moi. J'étais pareil, j'étais en mode non mais OK, je suis grosse les gars mais moi j'ai aucun problème de santé. J'ai pas de cholestérol, j'ai pas de tension, j'ai pas de douleur, foutez-moi la paix quoi. Je suis juste grosse quoi. Et donc, c'est une réponse normale au fait qu'on nous renvoie le côté « tu vas mourir ». Non, je vais pas mourir, je vais bien. Ok. Mais sauf qu'après, il faut aller plus loin. Il faut se dire « et si je suis grosse et en mauvaise santé ?» On fait quoi? On me laisse sur la bande d'arrêt d'urgence? Ouais, je reste avec, tu vois, cette notion de santé qui serait érigée comme le Graal de la valeur la plus importante, sans nous interroger, nous, en tant qu'individus, chacun d'entre nous, sur ok, est-ce que pour moi, c'est une valeur importante? Mais en même temps, nous sommes tellement noyés dans un discours sociétal, en fait, d'importance. Et puis, tu sais, je reviens à ce que tu disais de cette responsabilité que nous aurions vis-à-vis de la société, d'être en bonne santé, pour ne pas coûter trop cher, pour ne pas peser. Très souvent aux personnes grosses. Mais oui, mais bien sûr. On va abuser du système, on pèse sur le système, qu'à cause de nous, on coûte de l'argent au système. Enfin, vraiment. Oui. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres... tu vois, tu parlais du tabac. Bon, c'est peut-être... de plus en plus mal vu de fumer, mais je suis pas si sûre que ce soit au point. Non, mais justement, c'est de mal vu, la grosseur, mais pas au point de... Il y a ce côté, on arrive à croire que la personne qui fume, elle le fait pas exprès, quoi. Oui. Mais on est incapable de se dire que non, je ne suis pas grosse juste parce que je mange trop, quoi. C'est ça. Je ne manque pas de volonté, quoi. Non. Et puis, je suis désolée, mais être gros dans une société grossophobe, moi, j'ai plus de force et de mental que toi, Désolée, le grossophobe qui te dit t'as pas de volonté, t'es grosse, viens vivre dans mon corps, dans cette société, et je vais t'expliquer ce que c'est la volonté, d'accord? Mais oui. Évidemment qu'être gros, c'est être extrêmement fort et courageux et faire face à tous ces grossophobes et à tous ces gens qui croient nous expliquer la vie. Enfin, moi, j'ai fait des épisodes où je vais acheter des baguettes et je me prends une remarque en disant 4 baguettes pour quelqu'un de ton gabarit, c'est un peu beaucoup. Voilà, dans la vie publique, comme ça, je demande rien à personne. J'achète des baguettes et on me fait une remarque. Je vais acheter des framboises et il y a une dame qui vient m'expliquer que les framboises, c'est très sucré et que je ferais mieux de prendre des fruits moins... Mais si, vraiment. C'est-à-dire que être gros, on est un panneau sur place. La société a tellement acquis le côté être gros, c'est être en mauvaise santé. La seule valeur acceptable, c'est d'être en bonne santé et de tout faire pour être en bonne santé. Parce qu'une personne grosse qui essaye de maigrir, ça passe. Une personne grosse qui fait du sport, ça passe. Mais une personne grosse qui veut juste exister comme elle est et ne pas croire qu'elle est en mauvaise santé, ça, c'est pas possible. T'assumer en tant que personne grosse, c'est non. Et le fait de croire que être gros, c'est manger trop et que du coup, chaque être humain qui est mince a une meilleure solution et peut te la soumettre. Tu sois en train de faire tes courses, que tu sois à la boulangerie, que tu sois au resto, que tu sois n'importe qui se sent OK de te dire non mais regarde, choisis la salade au lieu de la pizza, tu verras, c'est mieux pour toi. Non mais écoute, t'as déjà pris une part de lasagne, n'en prends pas 2, tu verras, c'est mieux. Toutes ces remarques, c'est insupportable. On considère que c'est grossier de faire des remarques à des parents sur leurs enfants mal élevés. On considère que c'est grossier de parler de religion au repas de famille. On considère que c'est grossier de parler de politique au boulot. Mais on considère pas que c'est grossier de commenter le corps et ce que mange quelqu'un. Mais c'est profondément malpoli et grossier, quoi. Ouais. Et on en revient, si, je remets bien l'hypothèse, on croit que c'est une maladie, à quel moment c'est OK de parler de la maladie de quelqu'un toutes les 2 secondes? Exact. Quand bien même tu crois que être gros, c'est ma maladie. Si j'ai la sclérose en plaques, à quel moment tu crois que me rappeler toutes les secondes de toute la journée que je suis malade de la sclérose en plaques, ça va m'aider à gérer ma sclérose en plaques? Oui, et puis ce ne serait pas fait de toute façon. Non. La question se pose même pas, en fait. Alors même que, je sais pas, il y a pas mal de gens qui ont une sclérose en plaques et qui peuvent... Enfin, je veux dire, ça peut se voir. Parce que les maladies invisibles, évidemment, on fout la paix aux gens. Mais voilà. Donc vraiment, je pense que c'est important chacun de se dire...
est-ce que je suis d'accord pour être sur des valeurs de les seules personnes qui ont de la valeur, c'est les personnes productives qui contribuent à la société en étant au top de leur forme et donc ça veut dire que toutes les personnes malades et handicapées, non, quand même, ça sert pas à grand-chose. Est-ce que je suis d'accord d'être prêt à faire n'importe quoi, y compris me couper un organe sain pour soi-disant être en bonne santé, alors que rien n'indique que même en ayant fait... Vous imaginez les gens qui traversent la chirurgie de l'obésité et qui derrière se tapent un diabète? Ils ont tout fait pour pas l'avoir, mais rien ne leur garantit qu'ils l'auront pas. Je veux dire, quelqu'un qui dans sa trentaine décide courageusement de traverser tout ce truc, de faire la chirurgie, nanana, et qui 10 ans après se retrouve diabétique. Mais comment Quel médecin peut après lui dire oui, non, mais en fait, c'est parce que c'était pas à cause du poids. Ouais, hello. Ouais. Et comment alors parce que je vois que le temps tourne et oh là là, il y aura encore tellement de sujets que j'aurais envie qu'on aborde, mais bon, peut-être on fera des épisodes et puis tu les abordes de toute façon sur ton propre podcast, hein, donc j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à aller l'écouter. Oui, je suis avec deux choses là. Une question que je me posais, je sais pas si tu l'as évoqué au début, je crois pas, c'est qu'est-ce qui t'a mené toi à commencer à te poser des questions et ça pourrait être aussi comment nous pourrions encourager les personnes qui nous écoutent, et en particulier les personnes grosses, à avancer, tu vois, dans cette déconstruction, à se poser ces questions-là, à aller dans ce processus-là. Je sais pas si tu t'en souviens, d'ailleurs, il y a quelques années. Justement, pendant que tu dis ça, je me dis, waouh, ouais. C'est vrai, comment... Bon, déjà, j'ai commencé les réseaux sociaux. Et j'ai découvert plein de militantes plutôt anglophones, des personnes justement qui disaient on peut être gros et s'accepter. Et au début, vraiment, j'étais là, what? Je regardais chaque corps en me disant ah ouais, non, mais elle est grosse. C'était vraiment... Et puis petit à petit, oui, ça m'a habituée à me dire bon, ok, j'ai fait un travail. Donc, quand j'étais diagnostiquée du diabète, comme tout le monde, t'es grosse, t'es diabétique, faut arrêter le sucre. Donc, j'ai plus mangé de sucre du jour au lendemain, je me suis rendue malade, j'ai fait une crise de vésicule, j'ai fini aux urgences, enfin, n'importe quoi. Et du coup, là, je me suis dit, ok, ça marche pas, on va tenter une nutritionniste. J'ai rencontré une nutritionniste formidable. Heureusement, Dieu merci. Je suis tombée sur une nutritionniste qui, à l'époque, était affiliée aux grosses et donc qui n'était pas dans une démarche automatiquement de régime. Oui. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Et alors, on n'était pas directement sur l'alimentation intuitive, on était plutôt... Moi, j'étais vraiment en mode aidez-moi à maigrir, hein. Mais du coup, elle était bon, doucement, on va y aller par des petits bouts. Et puis, sauf que j'ai fait un très gros travail. Et j'ai transformé mon alimentation. J'ai changé mon rapport alimentaire. Et j'ai pas perdu de poids. Et là, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, ça marche pas. J'ai fait la thérapie, je fais la nutrition, je vois que je change. Je vois que je me sens tellement mieux dans ma vie alimentaire. Je vois que tout ça s'améliore et mon poids ne bouge pas. Donc, comment on fait ? Et là, il y a eu un moment où j'ai justement fait le choix qu'on discutait de se dire, moi, j'ai commencé à être grosse vers 20 ans. On m'a traité de grosse avant, mais techniquement, j'étais grosse, on va dire, vers 20 ans. Donc, quand j'ai eu ces réalisations, j'en avais 40. Oui. Je me dis, ok, ça fait 20 ans que tu fais régime, yo-yo, que tu détestes. Ça fait 3 ans que tu apprends à t'aimer, à manger, machin. Ton poids, il est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, je me suis dit, c'est hors de question. Je passe pas 30 ans avec ce même truc. Je veux plus être obsédée de qu'est-ce que j'ai mangé la veille, qu'est-ce que je vais manger demain. Je devrais pas manger ci. Je veux plus ce brouillard mental. J'ai plus le temps pour ça. J'ai plus l'énergie de ça. Et c'est ça qui a été le driver pour travailler avec Gras Politique. Pour lire le bouquin Gros n'est pas un gros mot, pour m'abonner à des tas de comptes sur Instagram, pour lire des contenus, pour comprendre ce que c'était la grossophobie internalisée, celle de la société. J'ai eu la chance de tomber sur des soignants pas grossophobes, etc. Et c'est comme ça que petit à petit le chemin est venu. Et je pense que c'est ce qui est important, c'est de se dire, ok, en vrai, on n'a qu'une vie. En vrai, on la contrôle pas. En vrai, c'est pas parce que je vais manger des pommes tous les jours que je mourrai à 95 ans. Il y a pas de guide. Il y a pas de bullet point, de liste où si je fais tout ce qu'il y a sur la liste, tout ira bien. Ouais. Ça n'existe pas. Parce que vraiment, moi, quand on m'a été diagnostiqué du diabète, j'avais déjà arrêté de fumer depuis 5 ans. J'avais une espèce d'addiction au coca. C'est une autre histoire que j'avais arrêtée. Donc moi, j'étais déjà en train de me sentir mieux. Et le diabète est tombé. Après le diabète, je fais ce travail de nutrition. Et toujours, le poids n'a pas bougé. Et du coup,
ça matchait plus dans ma tête et je me suis dit, il faut trouver une autre voie. Eh oui, Faut c'est trouver ça. autre chose. Et surtout, je pense que ce qui m'appelait le plus, c'était la paix. De dire, je peux plus être en guerre, en fait. Ouais. Je veux plus ça. Je suis épuisée d'être en guerre contre mon corps, contre ce que je mange, contre... Et du coup, ça a été plein de petites touches, quoi. J'ai découvert aussi la pleine conscience. Donc, prendre des douches en pleine conscience, prendre conscience de mon corps. Parce que quand on est obèse, qu'on se déteste, etc., le corps, on le voit pas, on lui parle pas, on l'ignore, on veut pas en entendre parler. Et là, de reconnecter avec ça. Puis je vous dis, alimentairement, moi, j'avais une alimentation extrêmement restrictive. En fait, ma grosseur, bizarrement, justement, j'ai plus un TCA restrictif. Moi, j'étais sûre que j'étais une hyperphagique de l'espace, etc. Et pas du tout. Je fais absolument pas. C'est pas ça mon alimentation. Par contre, c'est énormément de restrictions et des craquages, etc. Puis bon, surtout, depuis, j'ai été diagnostiquée d'autres maladies qui expliquent le SOPK, il fait prendre du poids et il crée du diabète. Et le haut, c'est pas mon poids qui a créé ça. Et voilà. Et du coup, c'était retrouver le plaisir. Enfin, je veux dire, j'ai appris à sélectionner et préparer une salade à 42 ans et j'ai trouvé ça trop cool. J'ai appris à manger de l'avocat, du kiwi, des brocolis et le fait de voir tous ces trucs arriver dans mon assiette, pas pour des raisons de régime, de restriction, de faire attention, d'être une good girl, etc., mais juste pour waouh, purée, mais c'est bon ce truc en fait, c'est sympa. Et j'avais trop envie que ça continue. Et plus on trouve ça, plus on se dit non mais c'est quand même, la vie est beaucoup plus cool de ce côté-là. C'est clair. Et après j'ai rencontré l'alimentation intuitive et là pour le coup ça a été le boom de dire moi c'est ça que je veux, quoi. Et le premier principe de l'alimentation intuitive, c'est de déconstruire la mentalité des régimes, culture des régimes, etc. Et donc là ça a renforcé de dire c'est stop, quoi. Je n'y crois plus, je n'en veux plus, je veux pas de ça dans ma vie. Mais c'est pas facile, hein. Je veux pas vendre du rêve, hein. Tout ça, ça s'est fait avec des années, avec des mois. Moi, je suis sous thérapie depuis 7 ans. Je suis en nutrition depuis 7 ans. J'ai encore des relents de TCA parfois. Enfin, voilà. Mais ça n'empêche que ça existe. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis plus malade. J'ai plus de maladies, pas l'obésité qu'avant. Mais je suis 15 fois mieux dans mes baskets. Et dans ma tête, c'est plus les montagnes de pensées. Je suis trop nulle, je devrais pas manger ça, je devrais pas boire ça, je devrais être comme ci, purée, je vais faire. Les séances de sport qu'on fait à coup de culture des régimes, elles sont horribles. Et aujourd'hui, j'ai découvert le sport à coup de j'ai trop envie de me dépenser. J'ai envie de faire bouger ce corps que je ne déteste plus. Et c'est le même sport, mais ça n'a rien à voir. Les bénéfices ne sont pas du tout les mêmes. Ça part plus du tout du même endroit, en fait. Et tu le disais aussi pour l'alimentation. Ça part de l'envie d'être bien, de se sentir bien. Ça part de là, on va dire ça. J'aime pas trop ces termes parce qu'ils sont tellement, je trouve, galvaudés. Enfin bref, mais ça parle de l'amour de soi, en fait. Ça part de la paix. Je l'aurais jamais dit il y a plusieurs années. Et tu vois, maintenant que j'y suis, je me dis, si, en fait. T'as appris à t'aimer. Alors, moi, je dis pas que je m'aime et tout, mais j'emploie le terme de respect. J'ai appris à me respecter et à prendre soin de moi. Je me suis dit, ok, ce corps-là, il va t'accompagner jusqu'au bout. En plus, il est en train de devenir de plus en plus malade. Ces dernières années, je suis aussi entrée dans le handicap. Donc, je peux plus faire ce que je veux. Je peux plus utiliser mon corps comme je veux. Donc, c'est des choses qui sont très dures à vivre et qui sont aggravées partout à cause de la grossophobie, justement. Et du coup, tout est difficile. Mais je me suis dit, je peux plus être en guerre. Il faut qu'on soit une team, c'est un partenariat que je veux construire. Et j'ai construit ce partenariat. Et je voudrais préciser que j'ai arrêté de me peser il y a 8 ans. Il y a des médecins qui m'ont pesé parfois, mais je leur ai dit de pas me donner les chiffres. Quand je pouvais, j'ai demandé à ne pas être pesée du tout, etc. Et j'ai commencé un traitement il y a 1 an, en septembre. Il fallait prendre mon poids, etc. Et on a constaté qu'en 8 ans, mon poids était identique. J'avais 1 kilo de différence. Donc, il est stable. Ça veut pas dire que j'ai pas pris 2-3 kilos par an et que je les ai reperdus. J'en sais rien parce que je me suis pas pesée toutes les 2 secondes. Mais ce que je sais, c'est que sur les 8 ans, j'avais 1 kilo de différence à la fin. Donc, par rapport à ma vie d'avant où j'étais pesée, je vérifiais combien je fais, j'ai perdu 1 kilo, merde, j'en ai repris 2 et si j'en prenais 3 et nanani et nanana, et où ça n'allait jamais et au final, je n'ai fait que prendre du poids. Là, pour la première fois, alors que je me suis mise à manger plus varié, mais aussi de plus grande quantité, au repas, je veux dire, au lieu de manger pendant des crises, à me faire plaisir, à ajouter des aliments plutôt qu'en enlever, et mon poids n'a pas bougé. Et en termes de santé, si vraiment on veut parler de santé, c'est beaucoup moins dangereux
d'avoir un poids qui se maintient Qui est stable. sans effort titanesque, un espèce de set point, là, le fameux set point, plutôt que de faire le yo-yo. Et moi, là, je suis arrivée à un stade où pendant les 20 premières années, j'ai fait tellement de yo-yo qu'aujourd'hui, j'ai l'alimentation la plus équilibrée, si on veut parler des termes régime, de ma vie. Et pour autant, je ne perds pas 1 gramme. Parce que c'est terminé. J'ai cramé la capacité de mon corps à moduler le poids. Ce n'est plus possible. Et c'est pas grave. Ma target, c'est de ne plus prendre. Mais sans effort insurmontable. Juste de pas me peser, de faire confiance à mon corps, de faire confiance au fait que, bah oui, nous, on est des femmes. Quand on a nos règles, on a plus faim. Il y a des moments où on a moins faim. C'est OK, c'est comme ça fluctue. La vie, elle est changement. On n'a pas tout le temps la même faim. On n'a pas tout le temps envie de manger les mêmes trucs. On n'a pas tout le temps le même corps. Non, c'est pas une fierté d'avoir à 40 ans son corps de 20 ans. Non. Moi, quand j'ai 40 ans, je veux que mon corps, il voit les 40 ans qu'il a passé, quoi. Et à 50 ans, je suis plus dans le contrôle. La vie, elle est changement et j'accueille ce changement. Et à des jours, c'est plus facile que d'autres, etc. Bien sûr. Oui. J'aime bien quand tu parles de ce partenariat, en fait. C'est ça qui a tout changé, en vrai. C'est ça. Et ça parle parce que vraiment... s'aimer, c'est trop dur. Oui, peut-être que c'est plus adapté de parler bienveillance d'auto, compassion, de partenariat. Et elles sont arrivées par le partenariat. C'est ça. En me disant, le deal que tu fais avec toi, cocotte, c'est à partir de maintenant, je me brutalise plus, je me fais plus de mal volontairement. C'est un engagement, j'entends. C'est vraiment de me dire, à partir d'aujourd'hui, on va découvrir la douceur, la bienveillance, la compassion, on fait un deal. Toi et moi, on est partenaires. J'ai des problèmes de santé très importants qui vont augmenter mon handicap, etc. Et ça n'empêche que là, je suis restée dans l'idée, toi et moi, on va y arriver. Quand je dis toi, c'est mon corps. C'est toi et moi, on va traverser ça, on va trouver nos solutions, on va adapter ce qu'il y a à adapter, mais on bosse là-dessus ensemble. Et ça, je me souviens des exercices de dire, par exemple, se regarder tous les matins dans la glace et se dire je m'aime. Moi, j'ai jamais pu faire ces choses-là. C'est trop fort pour moi. Non, c'est trop. Mais c'est violent presque. Et je suis l'adulte qui est responsable de prendre soin de son partenaire. Donc, je prends soin de toi. Je te donne à manger. Je te donne du sommeil. Je te donne du temps. Je te donne du repos quand t'en as besoin. Je te donne des aliments kiffants quand t'as envie de kiffer. Je te donne du sport quand t'as envie de te dépenser et d'aller capter des tonnes d'hormones du kiff. Je suis là pour toi et je m'occupe de toi, quoi. Voilà. Ouais. Ah, j'en ai des frissons. Ouais, moi aussi. Toi aussi, hein. Ouais. Je te remercie beaucoup, Lisa, pour cet épisode qui est extrêmement riche, dense. Moi, je vous encourage vraiment à même le réécouter plusieurs fois parce qu'il y a aussi beaucoup de notions que tu as abordées et de prise de conscience, je pense, que vous aurez, je pense et je l'espère, en fait, en écoutant. Donc, c'est hyper précieux. Pour moi, ça va devenir, je pense, un des épisodes vraiment pépites du podcast. Ah, génial, avec plaisir. Donc, et j'ai hâte qu'il sorte. Hein, là, il va sortir pas tout de suite au moment où nous l'enregistrons, mais bon, quand vous nous écouterez, il sera sorti forcément. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à l'écouter, le réécouter. À le conseiller aux personnes autour de vous qui ont envie, besoin de faire ce travail de déconstruction. Parce que, voilà, encore une fois, il contient beaucoup de pépites. Lisa, où est-ce qu'on peut te contacter le plus facilement? Sur Instagram, peut-être? Sur Instagram, sur la page du podcast. Je suis mes DM assez régulièrement et puis avec plaisir. Je suis toujours très contente d'avoir d'échanger, des avis, des commentaires, etc. Et je sais que c'est un chemin qui est long et donc avec grand plaisir. Oui, et qui prend du temps, hein. Restons aussi là-dessus. Hein. Et moi, vraiment, j'insiste sur le côté, je ne crois pas à une guérison finale. Hein. Aujourd'hui, il y a des moments, mes TCA, elles reviennent, elles repartent. Il y a des jours où je recommence à détester mon corps. Et dans ce cas-là, je sais de me dire, oula, attends, on est en train de revenir. Qu'est-ce qui se passe? C'est des signaux, etc. La vie qui est un long fleuve tranquille, ça n'existe pas. Mais c'est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus cool que quand on est en guerre et quand on est dans la culture des régimes et tout ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Lisa. Merci, c'était super. Merci beaucoup. Nous
sommes à la fin de cet épisode. Je vous encourage encore une fois à le partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore fait. Mais qu'attendez-vous ? Voilà, mais enfin. Et à nous laisser des avis si la plateforme que vous utilisez le permet. Je pense particulièrement à Apple Podcast ou Spotify. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.